bienvenue dans Stop Covid-19. Le monde assiste à un moment inédit. Les scientifiques sont désormais en avant-plan avec des expertises et contre-expertises, mais simultanément, parallèlement, devrait se préparer la relève. Quelle est la lecture que se fait un jeune médecin, un jeune professionnel soignant appelé, lui, à prendre les commandes demain? Eh bien, ça va être notre question de fond avec notre jeune médecin sur ce plateau, Nixon Changani, nouveau médecin, bienvenue. Merci, bienvenue, je suis là, madame. Alors, on commence déjà par ce que c'est qu'un virus. C'est quoi un virus? Un virus, c'est simplement une particule microscopique infectieuse qui ne peut vivre qu'en dehors de la cellule. Et donc, pour que le virus puisse vivre, il doit pénétrer dans la cellule et c'est dans la cellule qu'il va utiliser la machinerie cellulaire pour sa survie. Alors, du point de vue structurel, le virus est fait d'un génome. Le génome, il peut s'agir d'un ADN ou d'un ARN, plus une coque protéique qui l'entoure. Et cette coque protéique s'appelle la capside. Alors, cette capside peut avoir plusieurs formes. Dans le cas des coronavirus, qui est la question du jour, cette capsule a la forme d'une couronne, d'où le nom de coronavirus. Alors, ces coronavirus causent la maladie que nous appelons le coronavirus disease 2019, c'est-à-dire COVID-19. Alors, ce COVID-19 peut avoir plusieurs expressions cliniques qui puissent aller d'un simple rhume ou d'un rhume banal, voire jusqu'au niveau de l'infection pulmonaire sévère et même être à l'origine d'une infection, d'une détresse respiratoire aiguë. Ces expressions cliniques qui sont justement variées, c'est selon les personnes ou c'est selon les antécédents aussi médicaux? Pourquoi ça varie? Les expressions cliniques varient d'abord selon les personnes. Il y a un groupe de gens que nous appelons les personnes à risque. Mais être personne à risque ne suffit pas pour simplement que vous fassiez la forme grave de la pathologie du COVID-19. Vous pouvez aussi être une personne qui n'est pas à risque, mais faire une expression grave du COVID. Ou encore, vous pouvez aussi être une personne qui est à risque, mais aussi n'est pas présenter une forme grave du COVID-19. Pour cela, vous comprendrez qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu pour arriver à faire la forme grave du COVID-19. C'est entre autres quoi ces facteurs qui rentreraient aussi en jeu? Je prends un exemple de diabète sucré, qui est une maladie chronique et qui se trouve être parmi les pathologies qui prédisposent les gens à faire la forme grave du coronavirus. Alors, un diabétique d'abord, les diabétiques ont un problème. Leur problème, c'est l'hyperglycémie chronique. C'est-à-dire, dans leur sang, le taux de sucre reste élevé. Pourquoi le taux de sucre reste élevé chez les diabétiques sucrés? Simplement parce qu'il manque l'hormone qui joue le rôle de prendre le sucre dans le sang et de le faire intégrer dans la cellule pour que le sucre puisse suivre ce qu'on appelle la glycolyse aérobique. Alors, les diabétiques n'ont pas cette hormone. Qu'est-ce qui va arriver? Les sucres vont s'accumuler dans le sang, c'est ce que nous appelons l'hyperglycémie. Alors, quand les sucres s'accumulent dans le sang, n'est-ce pas, ces sucres qui n'ont pas pris leur voie métabolique principale, les sucres vont trouver d'autres voies métaboliques diverses. Il y en a plusieurs, principalement 3. Nous avons la voie que nous appelons la voie des aldoses réductases, nous avons la voie que nous appelons la voie des produits avancés de la glycosylation. Nous avons aussi la voie que nous appelons l'auto-oxydation. Bon, parlons de la question qui est posée. Il s'agit de ce qui rend les diabétiques vulnérables par rapport à la question ou par rapport au Covid, les Covid-2019. Qu'est-ce qui rend les diabétiques vulnérables? Simplement, à travers la voie que nous appelons la voie des produits avancés de la glycosylation. Qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, les sucres qui traînent dans le sang, ils ne trouvent pas la voie où aller. Alors, les sucres qui traînent dans le sang, ils vont se lier avec d'autres composants dans l'organisme, principalement les protéines.
Alors, il se fait que les sucres, en se liant des protéines, ils forment des liaisons. Ces liaisons-là ne vont plus se défaire. Ils forment des liaisons que nous appelons des liaisons stables. Alors, les protéines auxquelles les sucres sont liés vont perdre leur fonction du départ, n'est-ce pas? Alors, les anticorps ne sont rien d'autre que les protéines. Alors, à supposer que les protéines ont créé des liaisons avec les glucoses. Avec les glucoses. Par conséquent, les protéines vont perdre leur fonction. C'est-à-dire, s'il s'agit des anticorps auxquels les glucoses sont liés, les protéines là vont perdre leur liaison. C'est-à-dire, les glucoses vont perdre, les anticorps vont perdre leur fonction. Voilà. Alors, les anticorps, en perdant leur fonction, la conséquence logique serait simplement de la baisse de l'immunité. Alors voilà pourquoi les diabétiques vont se retrouver confrontés à faire la forme grave du coronavirus ou du Covid-19. Alors, il y a une solution pour cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi j'avais évoqué tantôt qu'être diabétique ne vous prédispose pas uniquement de faire la forme grave. C'est comme être hypertendu ne vous prédispose pas forcément à faire la forme grave. Tout à fait. Alors, pour cela, il faut au préalable, pour un diabétique, qu'il puisse suivre son traitement d'habitude ou son traitement normal. Quel est le traitement à suivre? C'est tout faire pour normaliser sa glycémie. Si la glycémie d'un diabétique reste normalisée, vous allez voir que la personne qui est diabétique, son diabète sera équilibré et la forme grave du paludisme ne va pas s'installer d'emblée chez lui. Pourquoi? Parce qu'il fait l'effort d'équilibrer son diabète et il fait l'effort de rester normal. Cet équilibre, c'est ce qu'on va demander à un hypertendu, c'est ce qu'on va demander à tout autre patient qui a des maladies chroniques. Est-ce autant qu'on demandera aussi aux personnes âgées? Tout à fait. C'est-à-dire, il y a parmi les mécanismes que je viens d'évoquer, il y a ce que nous appelons les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. L'âge, c'est un facteur de risque pour faire la forme grave du coronavirus, mais c'est un facteur de risque non modifiable. Vous ne pouvez pas modifier l'âge. Quand quelqu'un est devenu âgé, c'est irréversible, il est devenu âgé, ça s'arrête là. Voyez-vous? Mais parmi d'autres facteurs de risque modifiables, c'est comme vous avez dit tantôt, il s'agit de l'hypertension. C'est-à-dire un hypertendu qui fait l'effort de rester équilibré avec son hypertension, la forme grave de Covid-19 ne va pas être évident chez lui parce qu'il est dans son état qui semble être normal. Mais alors, vous avez vécu, vous êtes en train de vivre ce passage, on est quand même dans un tunnel, on se dit que le bout n'est pas aussi éloigné parce que déjà, avec l'expérience des autres, tel que ça traverse en RDC, vous faites aussi des analyses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ce que vous avez appris en médecine, mais aussi par rapport à cette coïncidence qui devait être assez bénéfique pour vous en tant que scientifique, en tant que médecin? Quelle est l'analyse que vous faites personnellement? D'abord, l'analyse, elle est évidente. Pourquoi? Parce que si nous regardons la courbe qui prend l'évolution de la maladie chez nous, n'est pas la même courbe qu'a pris l'évolution de la maladie presque partout où s'il faut se baser aux pays occidentaux. Ouais. C'est-à-dire, dans les pays occidentaux, nous avons vu les diabètes prendre une courbe, c'est-à-dire monter progressivement jusqu'à ce que ça atteigne un pic et redescende. Ou vous parlez du diabète ou vous parlez du Covid? Je parle du Covid-19. D'accord. Alors, c'est-à-dire, dans d'autres pays, par rapport à notre pays ici, les Covid-2019, nous avons vu l'évolution par rapport dans d'autres pays. Nous faisons quand même les études comparatives par rapport à l'évolution dans d'autres pays qu'ici en République démocratique du Congo. Dans d'autres pays, je prends à l'instar de l'Italie, nous avons vu la pathologie ou la pandémie évoluer
jusqu'au niveau où ça atteint le pic. C'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, en Espagne même. Et finalement, nous avons compris que la courbe commence à redescendre. Voyez-vous? Alors, ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, nous observons l'évolution que je peux appeler l'évolution en dents de scie. J'allais vous prêter ce mot, en tout cas, oui. Oui, en dents de scie, simplement parce que nous voyons chaque jour, il y a des statistiques qui sortent. Tantôt, on dit qu'il y a eu autant de cas, tantôt, parlons des cas de décès ou parlons des cas de guéris. Tantôt, il n'y a personne guéri. On est un peu comme à 10% de décès. On arrive à un moment où il n'y a pas de décès. Il n'y a pas de décès. Et puis à un moment, le nombre de guéris, c'est comme si c'est aussi le 10% des nombres de personnes testées positives. Voilà. À un moment, l'évolution positive disparaît du tableau. Oui. Ça redeviendra plus tard. Voilà. C'est simplement ça. Vous avez compris ça. Alors, les solutions entre ici et ailleurs ne doivent pas être normalement les mêmes solutions s'il faut se baser par rapport à notre contexte anthropologique. Quand vous nous comparez aux pays de l'Occident, moi je voudrais faire le même parallélisme avec les pays d'Afrique aussi, n'est-ce pas? On a vu aussi des pays africains où il n'y a eu aucun décès. On ne dira pas que là-bas, il n'y a pas d'antécédents médicaux. Il y en a, bien sûr, des antécédents de santé, il y en a, mais il n'y a eu aucun décès. Mais on a même vu aussi des cas où des personnes atteintes ont été vite soulagées, guéries. Oui, c'est-à-dire quoi? Là, même la coordination des ripostes l'a reconnu par rapport à la question. Il y a eu d'abord une certaine défaillance dans la coordination des ripostes dès le départ. Et avec le temps, il y a eu des améliorations. Et c'est comme ça que vous avez vu les nombres de décès qu'il y avait avant et le nombre de décès qui se font aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, hier, il y a eu 0 cas. Vous voyez? Et il y a eu cette amélioration progressive. Avant ça aussi, il y a presque une semaine, sans décès. Mais lorsque c'est revenu, il y a finalement eu des décès. Oui, c'est comme ça que j'ai parlé de l'évolution en dents de scie. C'est-à-dire, vous m'avez posé des questions au même moment. Je devais commencer par répondre. Oui, vous avez comparé par rapport à l'Occident. Mais j'avais aussi voulu qu'on compare par rapport à ce qui est plus proche de nous. Oui. On a presque les mêmes réalités, n'est-ce pas? Parce que la même température. Oui. Alors, pour cela, les solutions, je disais, ne doivent pas être les mêmes s'il faut se comparer par rapport aux pays occidentaux, dont la mesure qui a été mise en place pour nous ici par rapport à la prévention et la prise en charge semble être similaire alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Par exemple, en Europe, on a demandé à la population de se confiner, c'est-à-dire de se mettre en quarantaine. Voyez-vous? Et chez nous ici, on a fait exactement la même chose. Et je ne critique pas les confinements qui a aussi donné des bons résultats, parce que je donne l'exemple de la mesure qui se trouve être prise, qui impose à ce que les rassemblements de plus de 20 personnes ne soient pas... Place publique. Alors, prenons l'exemple de la fermeture des écoles. À partir du moment que les écoles ont été fermées, ça a résolu beaucoup de problèmes parce que les enfants pouvaient aller à l'école, qui se comportent comme des personnes saines, pouvaient aller à l'école, récupérer les pathologies, se contaminer entre eux et puis ramener ça à la maison. Et puis à la maison, il y a la transmission entre les parents et puis les grands-parents et c'est ce qui causerait des désastres. Vous voyez que ça, c'était une bonne chose. Mais actuellement, je ne pense pas qu'il est toujours important de pouvoir évoluer en ce sens-là. Pourquoi je dis ça? Parce que dans cette mesure de confinement, il y a eu des dérapages. Et alors qu'il y a des dérapages, on observe qu'il n'y a toujours pas de catastrophe par rapport au désastre qu'il y a eu. Je donne l'exemple. Il y a plusieurs communes aujourd'hui. Si vous allez dans ces communes-là, vous trouverez la vie plus ou moins normale. Voyez-vous? Vous trouverez la vie plus ou moins normale comme avant. Mais au même moment que vous trouvez cette mesure-là, au même moment,
vous ne rencontrez pas le nombre de cas évolués des malades par rapport aux mesures dont ils sont confrontés. Voyez-vous ça? Alors, moi, je pense, ce qui est important, c'est quoi? C'est de pouvoir demander aux autorités de revoir cette mesure, dans quel sens, cette mesure de confinement, dans quel sens? Parce que... Et les autorités ont décidé du déconfinement progressif de la Gombe, même si certains habitants de la Gombe ont pensé que c'était le déconfinement total, qu'ils pouvaient sortir, aller voir des amis. Il n'en a pas été question. Jusqu'à preuve du contraire, ça va se faire de façon progressive. Oui. Au contraire, les barrières ont été renforcées pour leur permettre de rester chez eux. Oui. Peut-être au sein de la commune, mais ne pas sortir s'ils n'ont pas des raisons valables, encore qu'ils n'ont pas des macarons. N'est-ce pas une façon déjà de déconfiner, d'autant plus qu'ailleurs, on n'avait pas confiné à proprement parler? À proprement parler, oui, tout à fait. Alors, cette mesure, le problème est les retentissements de l'actuelle mesure par rapport à la vie actuelle de la société. Voyez-vous, la société doit vivre, la société doit fonctionner. Alors, moi, plutôt, je propose ou je suggère à ceux qu'il y ait ce qu'on appelle la vie avec les virus, parce qu'on ne va pas se réveiller comme ça et puis on dit que le virus a disparu. Non, le virus va prendre du temps. Imaginez-vous avec la manière dont la pathologie évolue chez nous. Aujourd'hui, nous sommes à 359 cas, n'est-ce pas? Et demain, on va avoir encore d'autres nouveaux cas. Oui, ça parce va que depuis évoluer, un temps, c'est comme si on a 20 nouveaux, entre 15 à 20 nouveaux cas chaque jour, depuis que ça a pris ce rythme-là en tout cas. Ça va évoluer et pour aboutir où? Où est-ce que nous allons aboutir? Les 2 semaines ici vont être terribles, mais après, sûrement que ça sera le plateau et puis on pourrait... Non, ça ne sera pas le plateau. Les plateaux, on ne peut pas les définir. Avec l'évolution qui prend avec l'évolution de notre courbe par rapport à la pandémie. Oui, ça monte parfois, il n'y a pas de cas et des choses comme ça. On n'atteindra pas les plateaux. La phase des plateaux ne va pas exister. Alors, il y a toujours possibilité de pouvoir prendre d'autres mesures, c'est-à-dire de demander, comme la mesure qui a été prise, entre autres, de commencer à mettre des masques. Ça, c'est une mesure qui est salvatrice. Pourquoi? Parce que les gens, en insistant avec cette mesure, qui est l'une des mesures barrières, en insistant avec ça, et que les gens pouvaient aussi mener leurs actions comme d'habitude, ça va quand même soulager d'autres aspects de la vie comme l'économie, alors que les gens mènent leur vie normalement. Au lieu que nous restions confinés, évoluer de la manière que nous sommes en train d'évoluer. Okay, ça, c'est votre proposition à vous. Mais maintenant, quand vous dites que chez nous, la courbe va en dents de scie, donc sûrement qu'on n'aura pas de plateau, vous le puisez où? C'est une réflexion qui est formelle, madame. On n'est pas obligé, aujourd'hui, pour émettre un point de vue important, d'avoir une source. Nous-mêmes, Congolais, nous sommes intelligents, nous sommes aussi capables de réfléchir et de mettre des bons points de vue. Et pour cela, il y a plus de 860 études qui sont en train d'être faites dans le monde. Et le Congo, lui, a aussi des études qui est en train de poursuivre. Vous voyez que le Congo participe même pour la solution par rapport à cette pandémie. Mais le Congo rejette plusieurs études. Longtemps, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas une façon de décourager les gens afin qu'ils respectent carrément les gestes barrières pour nous éviter la propagation, étant donné aussi notre promiscuité. Le Congo rejette, par exemple, lorsque l'on estime que cette pandémie, ce virus ne résiste pas tellement à une certaine température, le Congo dit c'est faux. Quand on dit que des gens qui mangent bien, qui ont une immunité bien garnie parce qu'ils sont assez bio-végétariens et tout, naturel, le Congo dit non, c'est pas assez, et ainsi de suite. Est-ce une façon pour les scientifiques de pouvoir dire aux Congolais, faites ce qu'on vous dit, mais ne considérez pas ce que vous pensez ou ce qu'on vous aurait dit quelque part? Non, le Congo ne refuse aucune étude qui est fiable. Seulement que le monde
ou l'organisation, le monde scientifique. La médecine, c'est une science, on parle de la médecine basée ou fondée sur les faits ou sur les preuves, n'est-ce pas? C'est une science qui est basée sur les faits. Pour exercer la médecine, il faut prouver ce que vous faites, n'est-ce pas? Et puis, la science est réglementée. Vous voyez, il y a les régulateurs et ceux qui font les autorités de contrôle à travers le monde par rapport à la science. Alors, quand vous faites quelque chose et que cette chose-là reste prouvée, n'est-ce pas, on ne va pas les rejeter aussi facilement. Encore, c'est comme ça que je parle des régulateurs, il y a ce qu'on appelle les normes internationales à respecter. Je vous donne un exemple, Madame Julie. Pour arriver à partir des recherches jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, sortir un médicament, arriver à développer un médicament, il y a des étapes à suivre. Voyez-vous, il y a l'étape des recherches, il y a la phase de préclinique, la phase de conception, il y a la phase de clinique avec plusieurs essais, il y a la phase d'enregistrement, il y a la phase de... Il y a l'éthique qui intervient. L'éthique, oui, la déontologie, plusieurs choses qui interviennent là-dessus. Alors, vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un se dit que moi, j'ai trouvé une solution par rapport à la pathologie actuelle ou à l'épidémie actuelle et que cette personne-là est acceptée comme ça. Mais ça ne se passe pas de cette façon. La modestie scientifique ne voudrait-il pas que l'on puisse peut-être relativiser, dire « ça je ne sais pas, voyons, attendons peut-être la démonstration ou relativisons les faits plutôt que de rejeter ». Il y a eu beaucoup de théories qui ont été rejetées carrément en République démocratique du Congo, mais on se rend compte qu'ailleurs, ça porte des effets. Je ne pense pas qu'il y a eu des théories qui ont été rejetées sans qu'au départ, ces personnes-là puissent être ne serait-ce qu'écoutées. Et le faire serait ou c'était une grave erreur de la part des autorités. Voyez-vous, je ne pense pas que les choses pouvaient être faites en ce sens-là ou les choses ont été faites en ce sens-là. Je vous donne l'exemple par rapport à la question que vous avez évoquée tantôt, qui est la théorie de la chaleur et tout ça. Et on dit, la science dit que... Oui, il y a une certaine température, c'est bon. Si vous faites l'inhalation, en principe, ça devrait vous aider, ne serait-ce qu'à guérir les symptômes ou à prévenir. La science, elle est universelle. Voyez-vous, madame, il n'existe pas une théorie qui soit appliquée uniquement à un certain groupe de gens et tout. Même s'il y a certaines variations à faire pour certaines choses. Je vous donne un exemple. Les virus, par exemple, on dit que les virus ne résistent pas à un certain degré de température, à la chaleur comme ça. Alors, nous avons le bon sens, nous exige parfois de rejeter d'autres choses sans pourtant qu'on puisse donner l'occasion à d'autres personnes de les entendre ou de les écouter. Alors, l'organisme a une température de 37 degrés. C'est comme ça que l'organisme fonctionne. Même s'il fait froid, l'organisme s'arrange pour régulariser la température à 37 degrés. Voyez-vous, même si vous vous retrouvez dans une atmosphère qui va dans de moins de degrés comme ça. Voyez-vous, il y a un organe dans l'organisme qu'on appelle hypothalamique. Et dans cet organe, il y a ce qu'on appelle le thermostat hypothalamique. Le rôle de cet organe, c'est de pouvoir réguler la température à 37 degrés. C'est comme ça que l'organisme fonctionne. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez dans un milieu où il y a beaucoup plus de la chaleur par rapport à la chaleur normale de l'organisme, le thermostat hypothalamique va toujours jouer son rôle pour que la température reste normale, même si la température périphérique peut avoir de l'influence sur la température centrale, c'est-à-dire la température périphérique peut aller peut-être à 38 ou 39, mais la température centrale reste de 37 degrés. Et c'est-à-dire à partir du moment que vous quittez l'endroit où la température est relativement élevée et vous vous rendez dans un autre endroit, la température reviendra toujours à 37 degrés Celsius. Alors, revenons à la situation de coronavirus. Qu'est-ce qui arrive? Le coronavirus, tel qu'il est là,
il entre dans l'organisme, il vient dans l'environnement. Et dans l'environnement, déjà, il vient dans l'organisme. Et quand il arrive dans l'organisme, le coronavirus arrive à vivre alors que la température est réellement élevée par rapport à l'environnement d'où il vient. Alors vous allez dire que le virus ne résisterait pas à la température ambiante qui est toujours ou souvent inférieure par rapport à la température de l'organisme. Et d'ailleurs, pour votre information, c'est le coronavirus qui arrive à induire, c'est lui qui est à la base à induire la fièvre, c'est-à-dire à travers les mécanismes que je n'aimerais pas évoquer, pour arriver à déplacer le thermostat hypothalamique qui gère la température dans l'organisme et finalement la personne fait de la fièvre. Ce que nous entendions par température élevée, c'est entre autres le temps qu'il fait, mais c'est surtout aussi l'effet de l'inhalation, c'est l'effet de l'infusion, parce que si on est d'accord que c'est un virus respiratoire, il y a quand même un principe qui voudrait démontrer que la forte chaleur, l'inhalation et tout ça, normalement, sont incompatibles avec tout ce qui est parasite respiratoire. Donc, Madame Julie, que ce soit les virus respiratoires, que ce soit les virus, peu importe la voie à travers laquelle les virus pénètrent l'organisme, les mécanismes restent les mêmes pour tous les virus. Alors, vous devrez nous expliquer pourquoi le corona sévit beaucoup plus dans certains pays et pas dans d'autres, rapidement. Voilà. Je disais, dans le coronavirus, je fais l'effort de m'informer presque toujours. Dans le coronavirus, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait plus non plus. Même aujourd'hui, qu'on ne sait pas, pardon, qu'on ne sait pas non plus. Alors, il y a l'étude qui a été faite par l'université de Cambridge. Je ne dis pas que c'est une étude qui est en cours, qui essaye de démontrer qu'il y a 3 types de coronavirus, n'est-ce pas? Et que le type qui se trouve en Afrique est beaucoup moins sévère par rapport au type qui se retrouverait aux États-Unis, par exemple. Par le fait de rien. Oui. Par le fait de rien, l'Afrique a choisi son type moins fort, c'est ça? Il n'y a pas... Et les autres ont choisi ce qui était plus virulent. Ok, en attendant d'avoir plus de lumière sur ça, mais ça aussi, ce sont des études, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est là notre problème à nous, amateurs, que les scientifiques acceptent certaines choses et qu'ils rejettent d'autres comme ça d'emblée. Mais le vaccin, vous auriez accepté, n'eût été la réaction fulgurante des amateurs qui ont dit non, on ne fait pas le cobaye. Madame Julie, pardon. Docteur Muyembe, c'est un grand, quelqu'un qu'on doit accepter. Et Docteur Muyembe a été à l'origine, il a fait beaucoup dans ces pays, il faut qu'on puisse accepter ça. Nous sommes dans le coronavirus. Nous sommes dans le coronavirus. Alors, aujourd'hui, il y a même des prix Nobel qui sont contestés, alors qu'ils ont donné d'autres pistes avant. Celui qui a travaillé sur le sida aujourd'hui est aussi remis en cause, n'est-ce pas? Mais pourquoi au Congo on dit celui-là est grand, donc Magui Serdixit, point barre? C'est-à-dire, Docteur Muyembe a fait l'effort de créer un vaccin contre Ebola. Et nous l'avons tous suivi, que les vaccins qu'il a fait, personne n'a jamais été vacciné par les vaccins qu'il lui-même a fait. Bon, pas personne, hein, mais les vaccins est encore en expérimentation, même si ça a déjà réussi par rapport au test que cela a dit à tout suivre ça dans le pour passé. m'amener à dire qu'on ne pouvait rien remettre en cause. C'est ça. Oui. Merci. Merci parce que vous êtes un bon élève. Vous serez toujours trop petit. Le maître restera le maître. Alors que d'autres écoles estiment que le disciple est aussi plus grand que le maître. Ça peut arriver. On ne vous demande pas de le contester, mais nous mettons juste des points sur les i par rapport à certains faits, n'est-ce pas? Parce que aussi les scientifiques, la trouvaille, les avancées de la technologie, parfois aussi ont amené le monde à des désastres. On sait qu'il y a aussi des virus qui sont fabriqués au labo. Mais au départ, lorsqu'on fabrique ces virus-là, ce n'est pas pour nuire à l'homme.
mais peut-être son expansion ou une erreur de manipulation peut aussi faire que ça peut chambouler certaines situations. Ça peut arriver. Ça aussi, on le sait. Donc, c'est le fait de scientifique. Voilà pourquoi on ne dira pas que parce qu'un scientifique a dit ceci, voilà, c'est la Bible. Encore que la Bible est aussi remise en cause. Ça dépend des écoles. Hein. Oui. Un musulman dira, moi, c'est le Coran. N'est-ce pas? Et ainsi de suite, selon les croyances, selon les théories, selon les écoles. Alors, on vous laisse vous résumer votre dernier mot. Actuellement, ce qu'on doit savoir et ce qu'on doit chercher à savoir sur le coronavirus, qui est la transmission. Quand on connaît déjà les mécanismes de transmission des virus, c'est-à-dire on sait arriver à l'attaquer, on sait arriver à se prévenir des virus. Voyez-vous? Si aujourd'hui, je donne un exemple, pour que les virus arrivent à se répandre, l'épidémie arrive à marcher, parce qu'il y a simplement l'agissement par rapport aux deux axes, entre autres la transmission interhumaine et la transmission environnementale. La transmission interhumaine, c'est-à-dire comme nous parlons comme ça, heureusement que nous avons respecté, on est au-delà des 2 mètres. Si on a un espace encore beaucoup moins rapproché, je risque en parlant comme ça de mettre des postillons ou encore en tout ça en éternuant. Alors ça peut arriver jusqu'à vous et que vous avez le coronavirus que la personne avec qui vous avez été en contact porte. Ça, c'est la transmission interhumaine. Il y a aussi la transmission environnementale, c'est-à-dire à travers les surfaces infectées, la personne peut se contaminer. Alors, connaître les mécanismes ou les moyens de transmission d'un virus ou d'une bactérie, dans les cas pour le coronavirus, c'est une façon de savoir se protéger. Parce qu'on sait que ça se transmet de cette façon, alors par conséquent, on ne doit pas faire ça finalement pour se protéger. Voilà pourquoi je demande aux gens qui nous suivent, le mécanisme de transmission est connu. Voyez-vous? Alors, si aujourd'hui aussi on arrive à ne pas trouver la solution par rapport à cette pathologie ou les traitements par rapport à cette pathologie, parce que pour traiter le virus, il faut comprendre qu'est-ce qu'il aime, où est-ce qu'il vit, quel est l'environnement qui lui est favorable. Quand on comprend tous ces éléments-là, parce que le traitement a toujours des buts, soit on tue le virus, soit on le met mal à l'aise dans son environnement et puis lui-même mourra. Voyez-vous? Alors, si le traitement tarde, non seulement à cause du temps que le médicament fait pour être développé afin d'être mis sur le marché, mais aussi, il y a encore certaines choses qu'on ignore. Voilà pourquoi il est nécessaire, parce que le virus ne sera pas, le vaccin ne sera pas là avant 2021. Il est nécessaire qu'on observe les mesures barrières, les gestes barrières, mais aussi la distanciation physique, c'est très important. Voyez-vous? Pour cela, il est important de toujours être à l'écoute des gens qui ont la possibilité d'avoir la bonne information, de ne pas écouter n'importe qui. Et avec ça, je demande la possibilité de pouvoir revoir la mesure des confinements qui a été prise, parce que nous avons déjà compris que nous soyons confinés, que le confinement continue, ou qu'on reste, ou qu'on sorte maintenant, en appliquant les mesures barrières, il n'y aura pas des effets drastiques simplement parce que nous avons déjà compris. C'est-à-dire, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qui pourrait arriver même si on restait encore 2 semaines, 3 semaines, 1 mois dans des maisons. Alors, tant mieux de pouvoir mettre beaucoup de vigilance dans les mesures à obéir, alors que la population, de manière régulière, par rapport à l'importance ou par rapport à certains impacts, être déconfinée progressivement. Peut-être on peut encore laisser à ce que les rassemblements, les écoles restent encore, les élèves restent encore à la maison, mais certaines activités déjà de manière progressive, que ça continue déjà à être
affective. Une occasion aussi de sauver l'économie. Merci beaucoup Nixon Tchangani. Merci beaucoup, madame. Et bonne chance. Merci. Madame, messieurs, c'est ici qu'on marque un stop à ce Stop Covid du jour. Prenez soin de vous. À bientôt.